4000 ans, c'est la durée colossale nécessaire à la décomposition d'un seul pneu. Pourquoi ce déchet a-t-il été rejeté presque partout pendant si longtemps? À première vue, le problème semble être simplement le volume de stockage. Mais en réalité, c'est sa toxicité persistante qui le rendait indésirable en faisant l'une des formes de pollution les plus notoires. Aujourd'hui, cependant, ce même rebut est activement recherché par les ingénieurs civils. Il est désormais traité comme l'or noir de la construction routière moderne. Mais ce n'est que le début de la transformation. On peut remarquer comment les processus de concassage industriel réduisent la gomme usagée. Un criblage de précision transforme ensuite les fragments en granules de caoutchouc ultra fins. La suite devient plus technique. La fusion de ces particules avec du bitume brûlant crée une surface de route d'une durabilité exceptionnelle. On voit le mélange s'homogénéiser pour débloquer un cycle de vie entièrement nouveau. Ce matériau, autrefois jugé inutile, achève ainsi sa mutation en une infrastructure solide. 1,5 milliard, c'est le nombre vertigineux de pneus que le monde rejette chaque année pour toujours. Ces montagnes de gomme s'accumulent inlassablement, formant des paysages artificiels désolés. Vus d'en haut, on peut remarquer que ces sites de stockage ressemblent à de vastes océans sombres, s'étendant jusqu'à l'horizon. Mais ce n'est que le début du problème. Pourquoi ces décharges situées aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient sont-elles des foyers de pollution critique? Le caoutchouc abandonné ne se décompose presque pas. Il libère continuellement des produits chimiques nocifs dans les sols environnants, empoisonnant l'environnement lentement mais sûrement. À première vue, cette masse de déchets semble être une catastrophe irréversible, mais en réalité, elle a déclenché un tournant industriel inattendu. Ce volume critique a donné naissance à l'asphalte caoutchouté, une industrie valant désormais plusieurs milliards de dollars. La technologie transforme le problème en opportunité. Les ingénieurs parviennent à réutiliser jusqu'à 10 000 pneus usagés pour renforcer un seul kilomètre de route. Ce procédé rend la surface nettement plus durable face aux fissures, tout en réduisant le bruit du trafic d'environ 6 décibels. L'ancien symbole de pollution émerge ainsi calmement comme l'un des matériaux de construction les plus prometteurs du XXIe siècle. Des décennies, c'est la durée pendant laquelle un seul pneu abandonné persiste dans l'environnement naturel sans décomposition significative. Chaque jour, au rythme régulier des villes modernes, des milliers de ces pneumatiques atteignent la fin de leur durée de service dans les garages, les stations de maintenance et les casses. La plupart ont dépassé depuis longtemps les limites de sécurité pour l'usure de la bande de roulement et la capacité de charge. Pourquoi investir des efforts logistiques massifs pour collecter ce qui ne vaut que quelques centimes sur le marché de la ferraille? La collecte semble être une opération à perte pour les entreprises au premier abord. Mais sans cette récupération systématique, le caoutchouc libérerait lentement des composés organiques et des métaux lourds dans les nappes phréatiques, alors qu'il représente en réalité un véritable minerai urbain pour l'industrie du recyclage. Des camions spécialisés parcourent des itinéraires fixes pour récupérer ces matériaux complexes composés de gomme naturelle, synthétique et de fibres textiles. Les plateformes à haute capacité de charge permettent d'atteindre des volumes de transport optimaux tout en sécurisant la cargaison avec des systèmes de fixation robustes. Cela évite le stockage à l'extérieur où l'eau de pluie stagnante deviendrait un nid pour les insectes porteurs de maladies. Mais ce n'est que le début du processus. On peut remarquer que chaque pneu contient une armature en acier complexe qui lui permettait de s'accrocher fermement à la jante à haute vitesse. L'extraction de cet anneau métallique semble être une étape mineure, mais en réalité, c'est le défi technique le plus critique de toute la chaîne de traitement. Si l'acier reste en place, il peut ébrécher les lames de coupe, briser les arbres de transmission et arrêter net tout le système de broyage industriel. Les opérateurs insèrent le pneu dans une machine spécialisée d'extraction de talons pour résoudre ce problème mécanique majeur. Un système de crochet hydraulique creuse profondément dans le flanc avec une force de traction colossale.
L'équipement utilise la puissance mécanique brute pour arracher le noyau en acier en quelques dizaines de secondes seulement. La suite devient plus complexe. On voit comment le corps épais en caoutchouc se tord et se déforme violemment sous la contrainte avant de céder définitivement. 2 kg d'acier au carbone de haute qualité sont récupérés sur chaque pneu de poids lourd traité par cette méthode. Les travailleurs compressent manuellement ces fils métalliques en paquets compacts, les envoyant directement vers les usines métallurgiques pour commencer un cycle de vie entièrement nouveau. La carcasse restante, désormais beaucoup plus flexible, se dirige vers la zone de lavage. Car avant tout broyage mécanique, des jets à haute pression doivent éliminer la boue, l'huile et le gravier incrustés dans la gomme. Cette étape, bien que discrète, prévient l'usure prématurée des coûteuses lames de concassage et des arbres situés en aval. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les machines de coupe à couple élevée avalent les pneus entiers dans la phase de broyage primaire. Des lames en acier alliées à rotation lente tranchent la matière en fragments grossiers de plusieurs centimètres de diamètre. Cette méthode de coupe à basse vitesse minimise la génération de chaleur, empêchant ainsi le caoutchouc de ramollir ou de coller aux outils tranchants. On peut observer que les morceaux passent ensuite au broyage secondaire pour une réduction supplémentaire de leur taille et une fracturation interne. Les systèmes magnétiques à haute résistance extraient les derniers fragments d'armature métallique directement du flux de matière en mouvement. Le pneu a alors totalement perdu sa forme initiale pour devenir une matière première granulée, prête pour de nouvelles applications industrielles. C'est ainsi que l'on obtient une poudrette de caoutchouc dont la granulométrie est strictement contrôlée pour la construction. Un système de tamisage sépare les particules selon des dimensions strictes en toute fin de ligne de production. Les fragments trop gros retournent immédiatement au broyeur, tandis que la fraction critique de 0,5 à 2 mm est validée. Cette taille précise servira de base essentielle pour la production d'asphalte caoutchouté, prête pour l'étape suivante d'intégration dans les infrastructures routières. 260 degrés Fahrenheit. C'est la température précise que l'air chaud atteint à l'intérieur des tambours industriels pour préparer la poudre de caoutchouc. Pourquoi cette étape de séchage intense est-elle absolument critique avant le mélange avec le bitume? On pourrait penser que le tamisage initial suffit à nettoyer les granulés issus des pneus usagés avant leur réutilisation. Mais sans une extraction complète de l'humidité résiduelle et des fines poussières incrustées, le caoutchouc n'adhérerait jamais chimiquement au liant, compromettant gravement la solidité et la stabilité de la future route. Les granulés de caoutchouc sont déversés en continu dans un immense cylindre en acier, monté avec une légère inclinaison pour faciliter le mouvement gravitationnel de la matière. On peut remarquer comment la poudre noire culbute et roule en cascade à l'intérieur du tambour en rotation constante, exposée au flux thermique généré par de puissants brûleurs au gaz naturel ou au fioul. L'humidité s'évapore progressivement sous forme de vapeur invisible, rendant la surface de chaque particule parfaitement sèche et chimiquement réactive pour la phase suivante de traitement. À première vue, ce chauffage semble être une procédure simple et brutale, mais en réalité, il est piloté par des capteurs de température sophistiqués et des régulateurs de débit d'air pour éviter toute brûlure du polymère. De nombreuses installations modernes utilisent d'ailleurs des méthodes de chauffage indirect, isolant la matière de la flamme directe pour préserver l'élasticité intrinsèque et la structure interne du caoutchouc. Mais ce n'est que le début. 375 degrés. Fahrenheit marque le point de chauffe maximal du bitume liquide, stocké dans des réservoirs séparés pour garantir sa fluidité. Cette température élevée assure une viscosité idéale pour que le liant circule dans les tuyauteries sans dégrader sa structure moléculaire avant le mélange. Les ingénieurs introduisent alors le caoutchouc séché dans la chambre de mélange selon des doses strictement contrôlées, représentant généralement entre 10 et 20% de la masse totale du liant. La suite devient plus complexe. Des pales robustes et résistantes à la chaleur génèrent un vortex continu à l'intérieur de la cuve,
forçant les deux composants à interagir intensément pendant une durée soutenue de 30 à 60 minutes. On voit comment les particules de caoutchouc gonflent physiquement en absorbant les huiles légères contenues dans le bitume chaud. Ce phénomène ne se contente pas de disperser la matière. Il augmente la viscosité globale du mélange et lui confère une résistance supérieure aux fissures et aux contraintes mécaniques. C'est pourquoi le processus est surveillé en permanence par des capteurs de viscosité qui garantissent une répartition uniforme et empêchent la formation de grumeaux indésirables dans la masse. Certains systèmes injectent même des additifs stabilisants spécifiques pour éviter que les phases ne se séparent lors du stockage ou du transport vers le chantier de construction. Tout se complique encore. Le mélange d'asphalte caoutchouté, désormais homogène et stable, est déchargé directement dans des camions-bennes dont les parois ont été préchauffées pour empêcher la matière collante d'adhérer. La caméra glisse le long du chargement fumant, dont la température est rigoureusement maintenue entre 270 et 300 degrés Fahrenheit pour préserver ses propriétés d'autonivellement. Chaque véhicule lourd quitte l'usine selon un plan logistique précis pour rejoindre l'équipe de construction qui a déjà préparé la couche de base de la chaussée. Car dès l'arrivée sur le site, le conducteur déverse le chargement brûlant dans la trémie de réception du finisseur d'asphalte. Les vis sans fin internes de la machine tournent sans arrêt pour répartir la matière noire sur toute la largeur de la voie de circulation. La table de réglage située à l'arrière dépose l'asphalte en une couche, dont l'épaisseur varie le plus souvent entre 1,5 et 3 pouces selon le cahier des charges techniques. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les cylindres vibrants en acier entrent immédiatement en action pour compacter la couche encore très chaude et lui donner un fini de surface parfaitement lisse. On peut remarquer ensuite le passage des rouleaux à pneus pneumatiques, dont l'action de pétrissage scelle les vides d'air internes et renforce la cohésion structurelle de la couche. Cette séquence de roulage doit être exécutée avec une rapidité calculée avant que le matériau ne durcisse sous l'effet du refroidissement. 180 degrés. Fahrenheit représente la limite thermique absolue, en dessous de laquelle le compactage ne doit jamais se poursuivre sur le chantier. Si la température chute trop bas, le bitume perd sa capacité de liaison optimale, compromettant la durabilité de l'ouvrage face au trafic. Quelques heures suffisent pour que l'asphalte recyclé refroidisse complètement, intégrant les vieux pneus dans une nouvelle infrastructure résiliente prête à l'usage. Quelques heures, c'est tout le temps nécessaire pour que l'asphalte à base de pneus recyclés durcisse et permette la réouverture du trafic. Des routes considérées comme étant en fin de vie reçoivent ainsi un nouveau départ, économisant des milliers de tonnes de matières premières tout en réduisant les émissions de carbone. Pourquoi l'asphalte peut-il être recyclé presque sans limite malgré l'usure? On pourrait penser que le stress constant du trafic et les fissures détruisent définitivement sa structure. Mais une fois traité, ce matériau conserve sa valeur technique, transformant les vieilles routes en matière première pour la génération suivante. Les chargeuses sur pneus et les mini-pelles entrent en action dès que les dalles ont été séparées pour commencer la phase de collecte. Les opérateurs abaissent le godet avec une lenteur calculée jusqu'au bord précis de chaque dalle fissurée, puis effectuent un levage doux pour soulever la section entière sans endommager la couche de base située juste en dessous. On peut remarquer comment les plus petits morceaux sont rassemblés en amas avant le chargement, tandis que les grandes dalles sont brisées par la force hydraulique ou des barres d'acier. Mais ce n'est que le début. On voit parfois les ouvriers intervenir manuellement avec des pelles et des barres à mine, lorsque l'asphalte reste fermement collé au sol. Cette assistance permet aux machines de travailler plus efficacement, chaque godet soulevant entre 200 et 400 livres de matériaux. En l'espace de quelques heures seulement, des dizaines de tonnes de gravats sont évacuées de la surface de la route, laissant place à la suite des opérations. C'est pourquoi chaque camion est pesé et se voit attribuer un numéro de lot enregistré avec sa zone d'excavation avant de quitter le site, garantissant une traçabilité totale du râpe ou revêtement d'asphalte récupéré.
Une fois la surface totalement dénudée, l'équipe effectue un balayage mécanique et un nivellement de la base. Cela semble être une tâche simple de nettoyage, mais en réalité, cette phase détermine la précision et l'efficacité de tout le processus de recyclage à venir. Mais le voyage ne s'arrête pas au transport, car tout le matériau est envoyé à une usine de recyclage pour une transformation radicale. Ici, chaque tonne d'asphalte usagée subit un nettoyage rigoureux et une standardisation de taille dans une trémie d'alimentation. La matière avance sur un distributeur vibrant qui sépare les débris, la terre et les fragments de béton collectés durant le fraisage. On peut observer comment un électroaimant extrait les grosses pièces métalliques du flux principal. Et la suite devient plus complexe, car au cœur de la ligne de traitement, le concasseur à impact brise les blocs avec une violence mécanique maîtrisée. À l'intérieur de la chambre, des marteaux à haute vitesse tournant à 1000 ou 800 tours par minute frappent continuellement l'asphalte contre des barres d'impact fixes. Ce choc sépare le bitume vieilli des granulats de pierre, tandis que des ailes d'impact réglables permettent aux opérateurs d'ajuster l'écart entre le rotor et les barres. Tout se complique encore. Le matériau passe ensuite par un crible vibrant à plusieurs étages pour une classification précise selon les spécifications régionales. Les particules surdimensionnées retournent au concasseur, tandis que les granulats à la bonne taille, typiquement de 0,5 à 2 pouces, sont divisés en groupes, gros, fins et poussière minérale. Certains séparateurs à air retirent la poussière légère pour améliorer l'adhérence du liant, assurant une pureté maximale. Une seule usine traite en moyenne entre 100 et 300 tonnes de matériaux par heure grâce à des capteurs surveillant la vibration et la température. Le système récupère jusqu'à 40% de matière prête à l'emploi pour les nouveaux mélanges. C'est ainsi que l'ancien revêtement devient une ressource propre et uniforme, prête pour la phase de chauffage. Des millions de pneus usagés intègrent un cycle de production fermé, au lieu de s'entasser inutilement dans les décharges industrielles. L'asphalte caoutchouté constitue bien plus qu'une simple mise à niveau technique des normes existantes. Il prouve physiquement comment un problème environnemental complexe devient une solution d'ingénierie pratique et tangible. Pourquoi complexifier le bitume avec des polymères recyclés alors que les méthodes traditionnelles existent? Le mélange exige un contrôle rigoureux des températures de fusion. C'est pourtant cette modification précise qui garantit des routes plus durables, plus douces au roulement et écologiquement supérieures aux standards habituels. On peut remarquer la surface homogène et sombre se déposer sous la table du finisseur hydraulique. Mais ce n'est que le début. À mesure que ces technologies de modification se répandent, elles reconfigurent la perception des matériaux jadis considérés comme des déchets sans avenir. À première vue, la valeur d'un composant semble dictée par son aspect initial, mais en réalité, elle dépend exclusivement de son utilisation technique par l'homme. L'ingénierie ne s'arrête pas à l'apparence brute de la matière première utilisée. Le processus achève cette phase de transformation, ouvrant la voie au trafic routier.